Parmi les 88 constellations d'Athéna, se trouvent 84 guerriers dont les poings peuvent fendre le ciel et les coups de pied déchirer la terre. Chacun de ces guerriers est lié à une constellation, elle-même liée à une armure protectrice. Et parmi ces armures protectrices, une en particulier intrigue non seulement les fans de la licence, mais également les personnages du manga. Cela n'est guère surprenant puisque depuis l'ère mythologique, personne ne l'avait encore revêti. Enfin, personne jusqu'au XXe siècle, période où naquit Ikki, le chevalier de bronze du phénix et futur chevalier d'or du lion. Considéré comme immortel, de nombreux secrets entourent Ikki et sa constellation. Dans cette vidéo, on va donc essayer de se pencher sur ce personnage qui fascine tant, que ce soit par sa classe ou par son énorme puissance. Ohayo minaseiro, et aujourd'hui on va parler de Phoenix no Ikki. この世には憎み合い殺し合うことが絶えずある。親子であっても兄弟であっても。だがまだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は互いに信じ合っていた。そしていつしか運命のいたずらによって互いに憎み合い殺し合うようになった時でも、誰しもかつて愛し合い信じ合った頃を忘れてはいない。今もそうありたいと願っているはずだ。ましてこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。Ikki est l'un des 100 enfants de Mitsumasa Kido. Comme ses autres frères, il a été envoyé quelque part pour y subir un entraînement rigoureux afin de devenir un saint. Mais avant de parler de son entraînement spécial, je pense qu'il serait judicieux de revenir sur sa vie avant cet entraînement. Judicieux parce qu'on pourra faire une petite comparaison entre avant son entraînement et après. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Shun, mais la particularité de Ikki par rapport à ses autres frères est que de 1, lui a non seulement le même père que Shun mais également la même mère, mais surtout qu'il est l'exact opposé de son frère. Encore une fois, je le dis dans ma vidéo sur Shun, donc allez la voir. Ikki, contrairement à son cadet, possède une force non seulement physique, mais surtout une très grande force mentale. Déjà petit, il défendait tout le temps son jeune frère quand celui-ci se faisait embêter par les autres enfants. La relation entre Shun et Ikki est une relation parfaite à tous les niveaux. Deux frères s'aimant d'un amour vrai et sincère, deux frères qui dans les moments durs ont été là l'un pour l'autre. Mais malheureusement, deux frères sur lesquels le destin aura l'air de prendre plaisir à s'acharner tant les deux ont souffert. Cependant, sans dénigrer du tout leur lien, leur relation fraternelle est assez cliché. En effet, Ikki étant le grand frère représentant la figure forte du duo, il est celui qui protège son jeune frère lorsque celui-ci est en danger et n'hésite pas à se sacrifier lorsque cela est nécessaire. Shun, lui, est la figure douce. C'est un homme pur qui déteste se battre même quand cela est nécessaire. Il est la voix de la raison, celui qui calme les ardeurs d'un phénix, souvent bien trop ardent. Ce schéma était visible quand nos deux protagonistes étaient tout petits, mais c'est également toujours le cas quand ceux-ci ont grandi. Par exemple, c'est avant tout la maturité de Shun qui ont permis à Ikki de outrepasser le traumatisme pourtant violent lié à son entraînement. Et d'une façon générale, c'est Andromède qui calme les ardeurs des autres bronzes. Même si on a tendance à penser que Hyuga est celui qui possède le plus grand sang-froid, personnellement je pense que dans ce domaine, Shun le surpasse. De même, lorsque Shun est en détresse, Ikki sera toujours là pour le sauver et le protéger. On en a la preuve dans l'arc sanctuaire quand celui-ci sauve ses frères des griffes de Shaka. Mais également dans le temple de Poséidon et même à la Judéka. Cet aspect est d'autant plus visible dans les passages exclusifs à l'anime comme dans Asgard, mais également dans les différents films. Justement, l'une des forces de l'anime Senseiya, et par ricochet l'une des choses qui a fait le plus son succès, c'est que les réalisateurs ont su parfaitement retranscrire, du moins jusqu'à la fin de la saga Poséidon, les émotions et les caractéristiques propres à chaque personnage. C'est un aspect très important puisque justement, l'une des particularités du style de Kurumada, c'est justement ce dessin, ce coup de crayon dont il a le secret et qui fait ressortir l'émotion même du personnage, la rendant jusqu'à parfois palpable. Certains d'entre vous me disent parfois que j'ai tendance à dramatiser l'œuvre du sensei, notamment lorsque je dis que la quasi-totalité des histoires qu'on nous conte dans ce manga sont tristes. Bon, déjà je ne le dirai jamais assez, mais c'est uniquement et seulement ma vision du manga que je donne dans mes vidéos et non une vérité absolue. Ensuite, il est important que vous sachiez qu'il peut m'arriver de plusieurs fois relire certains passages ou de re-regarder certains moments de l'anime, notamment ceux qui concernent le personnage en particulier sur lequel je fais une vidéo. Et à force de lire et de relire, on remarque et on se fait des réflexions sur des choses qu'on n'avait jamais remarquées avant. Et je reste convaincu que n'importe qui regarderait à nouveau Senseiya ou relirait le manga verrait la profondeur et la tristesse que je vois en cette œuvre. Du moins, c'est ce que je pense.
C'est d'ailleurs pas anodin si une bonne partie des OST de l'anime sont des OST à consonance triste ou mélancolique. L'un des meilleurs exemples de ce que je pense est justement la relation que Shun et Ikki entretiennent. Comme j'ai dit, je parlerai de l'entraînement de Ikki un petit peu plus tard, mais celui-ci aura pour conséquence de séparer les deux frères que rien ne semblait pouvoir disloquer. Le contraste entre les deux frères se remarque même dans leur constellation. Andromède, la constellation de Shun, est le nom donné à la princesse d'Éthiopie qui fut offert en sacrifice à un monstre marin afin d'apaiser la colère de Poséidon. La notion du don de soi est donc naturellement présente chez cette femme qui se retrouva enchaînée à un rocher. Le phénix, lui, est un oiseau de feu légendaire, majestueux de par les flammes et son rang dans la mythologie. Il est surtout considéré comme immortel et symbolise ainsi le cycle de la mort et de la résurrection. La légende du phénix peut légèrement changer en fonction des époques et surtout en fonction des cultures, mais elle reste sensiblement la même. Donc d'un côté, une femme docile qui fait don de soi pour sauver les siens, et de l'autre, on a un oiseau majestueux qui arrive même à tromper la mort. Ce contraste se remarque également dans les armures d'or qui leur seront attribuées dans le futur. Shun est le futur chevalier d'or de la Vierge, et même si beaucoup ne le trouvent pas à sa place dans ce rôle, il n'en demeure pas moins qu'à première vue, ce signe se trouve être celui de la sagesse, de la patience et surtout de la pureté. C'est la constellation parfaite pour aller avec celle d'Andromède. Le upgrade est donc totalement logique pour Shun. Idem pour Ikki qui est prédisposé à être le chevalier d'or du lion. Tout comme le phénix, le lion est un animal majestueux, élégant et surtout, comme le phénix, c'est plutôt un dur à cuire. On retrouve donc exactement la même opposition entre la Vierge et le lion que entre Andromède et le phénix. Pour pousser encore plus loin la réflexion, on peut rajouter encore des petites choses à notre analyse. Comme j'ai dit dans ma vidéo sur Shun, ce dernier est androgyne. Cela signifie qu'on a du mal à distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et cela est synonyme de beauté au Japon, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. J'avais expliqué que pour moi, sa gentillesse et sa douceur, ainsi que sa maturité, permettaient d'explorer une autre partie de la virilité, moins classique et populaire. Et ben si Shun représente un aspect plus original de la virilité, son frère Ikki, lui, représente le cliché même de l'idée, encore plus à l'époque, qu'on se fait de la virilité. Comme je le répète dans beaucoup de mes vidéos, pour moi l'histoire de nos jeunes Bronze Saints est triste. Mais l'histoire de Ikki et de Shun est un espèce de mélange. On peut la considérer comme joyeuse, car le fait que voir deux frères à ce point unis fait plaisir. Cependant, je trouve ça assez triste que justement, ces deux frères ne puissent pas vivre dans un monde de paix, et qu'après tout ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ils soient encore obligés de se battre pour bâtir un monde meilleur. Bien que cela soit leur choix et qu'ils sont sûrement heureux de donner leur vie pour une noble cause, cela ne m'empêche pas de trouver que deux frères qui ont dû affronter d'autres frères d'armes, puis les voir mourir, soit extrêmement triste. D'ailleurs, lors du combat contre Buds, Ikki disait se battre pour qu'un monde où deux frères pourraient cohabiter en paix sans être tentés par la haine ou la violence existe. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, même si Asgard n'est pas canon, je trouve que la Toei a tellement respecté l'aspect de chaque personnage que je veux bien l'inclure dans mon analyse. Ikki pourrait être qualifié comme quelqu'un d'anarchique. La société comme elle est actuellement le dégoûte au plus haut point. C'est également le cas chez les autres, mais ça l'est encore plus chez Ikki, en tout cas c'est plus accentué. Cela est sûrement dû au fait que ce monde, et surtout ce destin, l'a poussé à devoir s'entraîner dans un endroit qui le rendit fou. Fou au point où il dut s'attaquer à la personne qui est le plus chère pour lui, son jeune frère Shun. Ikki ne croit pas au destin. Il est pour un monde où ce sont les hommes et non les dieux qui décident pour la vie des humains. Il n'a pas vraiment ce côté soumis à une divinité comme ses autres frères. C'est d'ailleurs peut-être la raison qui le pousse à souvent agir en solitaire. Attention, je ne veux pas dire que ça et les autres sont de bons toutous qui font tout ce qu'on leur demande, absolument pas. Je dis juste que Ikki est un vrai rebelle qui veut remodeler le monde pour que celui-ci soit plus juste et moins violent. Il n'a absolument pas froid aux yeux, rien ne l'arrête et il ne considère personne au-dessus de lui. C'est une espèce d'arrogance qui le pousse à croire que tout le monde est son égal. C'est particulièrement visible lorsqu'il affronte des Gold Saints dans la bataille des 12 maisons. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, Ikki est confronté aux deux Gold Saints encore en activité les plus puissants. Shaka, qu'il avait déjà rencontré auparavant, et surtout Saga, qui est pour moi hors d'Oko, le Gold Saint le plus puissant de l'époque, et ça, il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Plus tard, il sera directement confronté à Ehak de Garuda, qu'il gifla sans pression avant de réitérer son action sur le Seigneur des Ténèbres, Hades. Si je peux me permettre une petite comparaison, il a un petit truc de Lelouch dans Code Geass. Il veut juste un monde de paix, un monde où il pourra vivre en paix avec son petit frère.
Voici donc ce qu'il en est pour la relation Ikki-Shun. J'ai peut-être oublié quelques petites choses sur cette relation, donc je vous invite, si jamais vous le remarquez, à venir m'en parler dans les commentaires ou tout simplement à venir sur mon Instagram, @xhirochannel, c'est beaucoup plus simple pour discuter. En plus, je mets quelques stories sur les avancées des vidéos, etc. Donc franchement, venez, on n'est que 121, ce serait bien qu'on augmente un peu plus. Il est donc temps de s'intéresser à la partie de la vie de Ikki qui déterminera tout son avenir ainsi que son comportement avec ses frères, avec ses amis et également avec ses adversaires tels que des dieux. Préparez-vous bien parce qu'on se déplace vers une île plutôt sombre. Je parle bien évidemment de la Death Queen Island. パパを許してね。何を言うんだ。そんなことよりしっかりするんだ、エスメラルダ。早くフェニックスとなって羽ばたいてね。エスメラルダ。フェニックスとなって。 Comme vous le savez, à l'origine, ce n'était pas Ikki mais Shun qui était censé aller sur la Death Queen Island. Mais entendant la description de cette île par Tatsumi, le futur chevalier Phénix décida par amour pour son cadet de prendre la place de ce dernier. La Death Queen Island, aussi appelée l'île de la Reine Morte en français, est un fragment du continent de Mu, continent où a été formé les 88 armures des saints. Il est dit que le sol y est brûlant et qu'une pluie acide tombe en continu sur cette île. Avant Ikki, aucune personne s'étant rendue sur cette île n'a pu revenir avec l'armure de bronze du Phénix. Et d'ailleurs, le peu de personnes qui sont revenues de cet enfer ont été traumatisées à vie. Ikki semble malgré tout être le meilleur candidat pour cette destination, puisqu'il est celui possédant le meilleur mental et la plus grande détermination. Détermination qui défie même celle des dieux, notamment celle de Hades. Malgré toute cette prédisposition, Ikki ne sera absolument pas épargné par les tourments de cette île. Sur cette île réside Gulti, le maître de Ikki. On ne sait pas grand chose sur ses origines, mais Gulti semble être catégorisé comme un saint. Il est parfois qualifié comme un Nazono Sainto, c'est-à-dire un saint mystérieux. Cet homme est la définition même du terme inhumain. Il porte un masque qui semble cacher toutes ses émotions. Il est le premier responsable du réveil du mal en Ikki, puisque c'est lui qui lui explique que pour acquérir l'armure du Phénix, il doit haïr au plus haut point son adversaire afin de pouvoir le tuer. Expliquer quelque chose comme ça à un gamin de 8-9 ans est juste impensable, aussi mature soit-il. Cependant, le futur chevalier Phénix ne succomba pas tout de suite à la haine. Il y résistera même pendant très longtemps. Cette résistance fut possible grâce à une seule et unique personne, Esmeralda. Esmeralda est dans le manga originel juste une esclave, contrairement à dans l'anime où on l'a fait passer pour la fille de Gulti. Cette jeune fille soutiendra Ikki dans son entraînement inhumain, en le soignant quand il en avait besoin et en le réconfortant quand il en avait besoin. Esmeralda est donc sans contestation possible le pilier qui rattache encore Ikki à son humanité, le pilier qui rattache Ikki au bien. Malheureusement, ce pilier va finir par céder. Arrivant au bout de son entraînement, Ikki fut confronté pour la dernière fois à son maître. Presque sur le point de réussir, le grand frère de Shun arrêta son coup de poing au dernier moment, et cela eut pour conséquence d'agacer son maître. Ce dernier prit alors la décision de tuer le jeune apprenti saint. Mais par erreur, le coup n'atteigna pas Ikki, mais Esmeralda se trouvant à proximité. C'est donc ainsi que tomba le pilier de ce cher Ikki. Le jeune garçon commença petit à petit à succomber à la haine. Son maître lui confirmera que c'est entièrement sa faute si cette fille est morte. Ikki lui porta donc un coup mortel et l'homme masqué s'effondra. Avant de s'éteindre, Gulti révéla une dernière chose à Ikki. Il lui fit comprendre la véritable identité de son père, Mitsumasa Kido, en lui expliquant que lui, ainsi que tous les autres orphelins, étaient ses fils. C'est donc là que Ikki craqua complètement. Il se fit donc la promesse de détruire tout ce qui sera en rapport avec la fondation Graad, son père, Athéna, ainsi que tous ses frères, et même son petit frère Shun. Le traumatisme de Ikki est extrêmement profond. Il est vraiment important de comprendre qu'il est humainement impossible de vivre sur la Death Queen Island. La seule raison qui le maintenait encore en vie est Esmeralda. Et quand celle-ci s'éteignit, le jeune garçon nommé Ikki s'éteignit avec elle. Il ne restait que le phénix, cet oiseau immortel et impitoyable. On pourrait même faire le parallèle avec l'une de ses attaques qui est le Ogenmaken, en français l'illusion du phénix. Tout comme lui a été psychologiquement atteint lors de son entraînement, il peut infiltrer l'esprit de ses adversaires en les faisant vivre leur pire cauchemar. Dans ce cas, on peut associer son Hoyoku Tensho à la lave qui coulait constamment sur la Death Queen Island et qui a quelque part participé au traumatisme de Ikki. Cette haine, cette colère ainsi que cet entraînement inhumain autant d'un point de vue physique que psychologique sont ceux qui ont rendu Ikki si puissant selon moi.
Il dut donc affronter Django, le chef des Black Saints, mais n'en fit qu'une bouchée. Il put donc enfin revêtir l'armure. Et c'est ainsi que naquit le tout premier saint du phénix de l'histoire. Ikki, le chevalier phénix. Voilà donc pour ce qui en est de l'entraînement de Ikki. Il est important de préciser qu'après son combat contre ses frères, il prit conscience de ses erreurs et se repentit. Il en profitera d'ailleurs pour répandre la bonne nouvelle auprès de toutes les personnes qu'il croisa au fur et à mesure de sa vie et de ses combats et qui lui ressemblent. Des gens comme Kanon, Bud, Mime ou même encore Pandore. Il a donc tendance à forcer l'admiration auprès de ces personnes, que ce soit par son courage, sa détermination ou de son charisme légendaire. Et c'est particulièrement le cas chez Pandore qui, si je ne me trompe pas, est quasiment tombé amoureux de Ikki. Je peux cependant me tromper, donc merci de me rectifier encore une fois dans les commentaires. Dans cette dernière partie, qui sera un petit peu moins longue que les autres, je vais donc essayer de m'intéresser à ce que Ikki va devenir et surtout à son avenir en tant que chevalier du lion. Avant de s'attaquer à Next Dimension, dans Omega, on se rend compte que Ikki, malgré le fait qu'il ait gardé son statut de chevalier de bronze, semble posséder une puissance égale ou même encore supérieure à celle des chevaliers d'or au vu des adversaires que ce dernier affronte. Bon, pour en venir à son statut de Gerudo Saint, il faut remonter au chapitre Élysion. Lors de la bataille contre Thanatos, ces armures d'or sont revenues aider nos chevaliers de bronze. Chacun d'eux ont donc reçu une armure d'or, et c'est donc à ce jour la seule et unique fois que Ikki revêtit l'armure d'or du lion. Quelques temps plus tard, bien après la bataille contre Thanatos, Ikki retournait dans le passé pour y rejoindre ses frères ainsi que la déesse Athéna. Une fois arrivé là-bas, Ikki tomba nez à nez avec le chevalier d'or des Gémeaux, Ka. S'ensuit donc un affrontement dont le chevalier des Gémeaux sortira vainqueur. Mais reconnaissant la détermination du phénix, le gardien de la troisième maison le laissa passer. Ce sera donc Devtool, le chevalier d'or du cancer, qui se dressa ensuite sur la route de Ikki. Mais le moment qui nous intéresse, c'est la confrontation de Ikki avec Kaiser, le chevalier du lion de l'époque. Lors de l'affrontement qui opposa Ikki au gardien de la cinquième maison, Devtool précisa que Ikki était sans l'ombre d'un doute le successeur d'Aiolia au poste du chevalier du lion. Kaiser en personne finira par reconnaître Ikki digne de ce titre, ce qui en fait officiellement le futur chevalier d'or du lion. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'armure d'or du lion est l'évolution parfaite pour Ikki, vu que parmi les 12 signes d'or, c'est sûrement celui qui est le plus majestueux. Et voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Je le dis pas hyper souvent, mais en plus d'Instagram, j'ai aussi un Twitter où je commence à être de plus en plus actif. Donc vous pouvez venir aussi sur le Twitter, tout est dans la description. Et juste avant de finir, je voudrais vous solliciter pour un petit truc. Il se trouve que ma dernière vidéo sur Didier Drogba me tient énormément à cœur. Donc ce que je vous demande de faire, c'est absolument pas d'aller la regarder si ça vous intéresse pas, mais plutôt d'aller sur mon Instagram, de prendre le post que j'ai fait à propos de ça, de le partager en story et si possible de m'identifier et d'identifier le joueur en personne pour que ma vidéo soit le plus vue possible. J'apprécierais vraiment que ma vidéo soit vue par lui, donc je voudrais vous demander ça comme un service. Si vous voulez pas le faire, c'est pas grave, mais je vous rappelle que ça coûte pas grand chose. Et juste une dernière petite chose avant de partir, je ne viens pas faire un appel aux dons, mais comme vous le savez, j'ai un Utip qui est toujours dans la description, j'en parle pas non plus trop souvent, mais voilà, là j'en parle. Et ce serait bien tout simplement si vous pouvez passer dessus, faire un don mensuel de 1 ou de 2 euros. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi ce serait cool. Ah bon, il se trouve que dernièrement, en fait, j'ai découvert l'application Kindle. C'est un peu une bibliothèque virtuelle d'Amazon. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous les Saint Seiya. Et du coup, je m'amuse bien sûr à les relire pour mon propre plaisir. Mais c'est aussi avant tout pour les vidéos. Vous avez peut-être vu quelques screens qui vont ressortir dans cette vidéo. Et ben, ces screens-là viennent des livres que j'ai achetés en ligne sur Kindle. Donc parfois je suis obligé d'acheter certains livres parce que je ne peux pas trouver les scans en ligne sur internet, de toute façon c'est illégal de faire ça, afin de pouvoir proposer du contenu et de pouvoir vérifier mes sources parce que parfois même sur des sites très bien comme Senseipedia, toutes les informations ne sont pas référencées. Encore une fois, c'est absolument pas une obligation, c'est absolument pas une nécessité, mais par contre ça peut me permettre de un peu plus souffler parce que comme vous le voyez, j'utilise le salaire que je reçois dans mes vidéos pour améliorer ma qualité. J'avais déjà parlé du trépied, du micro, etc. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'éclairage aussi a changé. J'espère qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi me le notifier dans les commentaires. Si vous ne pouvez pas faire de dons, ce n'est pas grave. Claquez absolument pas votre argent là-dedans. Vous pouvez juste simplement regarder une vidéo de 5 secondes à chaque fois. C'est parfait. Sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'était Hero.